Welcome to a new episode of Min Washington. Bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission depuis Washington. Nous aborderons cette semaine les axes suivants. Donald Trump lâche la bride sur la corruption au nom de la compétitivité économique du pays. Donald Trump mène une offensive générale contre l'État fédéral. Lutte contre la corruption, le Maroc a connu des avancées significatives. La lutte du président américain contre la corruption et le gaspillage de fonds publics constitue l'un des axes majeurs de sa campagne électorale. L'administration Trump affirme œuvrer à l'élimination des institutions jugées superflues et à la réduction des budgets d'organismes tels que l'Agence de protection de l'environnement, EPA, et du département de l'éducation. Par ailleurs, le renforcement du contrôle des fraudes ainsi que la restructuration de l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID, sont présentés comme des avancées majeures visant à réorienter l'aide étrangère vers les priorités nationales. Le président s'attache également à renégocier certains contrats de défense, notamment ceux liés aux avions F-35, et à intégrer des normes éthiques dans le domaine du lobbying. Ces réformes s'inscrivent dans une volonté de rationalisation et de privatisation des diverses branches de l'administration fédérale. Cependant, elles suscitent des réactions contrastées, tandis que ses partisans y voient un allègement de la bureaucratie, une priorité donnée aux intérêts nationaux et une meilleure gestion des finances publiques. Ces détracteurs dénonce un affaiblissement des institutions vitales et une diminution de l'influence américaine à l'international. Others claim lobbying restrictions serve political control rather than real reforms. La suppression de l'USAID, par exemple, est perçue comme une mesure préjudiciable aux populations vulnérables et certains considèrent que ces réformes relèvent davantage d'une stratégie politique que d'une réelle volonté de réforme. Au Maroc, la lutte contre la corruption constitue également une priorité nationale. Sa Majesté le roi Mohamed VI a à plusieurs reprises appelé à la poursuite des individus corrompus devant la justice, réaffirmant ainsi son engagement en faveur de la transparence et de la responsabilité. Cet effort se traduit par l'action de l'Instance nationale de la probité et de la prévention et de la lutte contre la corruption, dont le rôle est essentiel dans l'éradication des pratiques frauduleuses. La modernisation du système judiciaire, qui a conduit à la poursuite de hauts responsables et de figures influentes, vient renforcer l'engagement du Royaume en faveur de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Pour discuter de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui 4 invités distingués. Parmi eux, l'ancien député Tom Davis, qui a siégé pendant 14 ans à la Chambre des représentants en tant que représentant du 11e district de Virginie. De 2003 à 2007, il a présidé le comité de surveillance et de réforme du gouvernement, menant ainsi d'importantes enquêtes de haut niveau. Par ailleurs, il a occupé la présidence de la coalition républicaine au Congrès entre 1999 et 2002. Nous avons également l'honneur de recevoir William Lawrence, spécialiste des sciences politiques et des relations internationales. Il possède une vaste expérience diplomatique et occupe actuellement le poste d'analyste et de directeur de programmes internationaux dans plusieurs pays, notamment en Afrique du Nord et dans la région du Sahel. Monsieur Lawrence a également animé des cours magistraux dans plusieurs universités marocaines. Depuis Rabat, nous rejoindra le professeur Tajdine El-Husseini, éminent avocat et professeur de relations internationales à l'université Mohammed V. Auteur de nombreux travaux et publications sur les relations internationales, la politique et les dynamiques nord-sud, il a également formé plusieurs générations d'étudiants, parmi lesquels Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et comme à l'accoutumée, je suis accompagné dans cet épisode par notre chroniqueur George Landry, le président de Frontiers of Freedom Foundation, une organisation conservatrice fondée par l'ancien sénateur américain Malcolm Wallop. Alors avant d'entamer notre discussion, permettez-moi de céder la parole à notre correspondant Jian Mansour qui nous présente un rapport détaillant les principales institutions supprimées ou dont le budget a été considérablement réduit par la nouvelle administration Trump. Nous vous écoutons, Jian. Hello, Jahan. مرحبا يا مارك. Bonjour Marc. Alors voici la liste des agences fédérales qui ont été supprimées ou dont le budget a été considérablement réduit sous la présidence de Donald Trump.
L'Agence américaine pour le développement international a été démantelée après 64 ans d'existence, entraînant le licenciement de nombreux employés et l'évacuation de son complexe présidentiel. Depuis sa création en 1961 par le président John Kennedy, cette agence jouait un rôle clé dans l'aide au développement international. Les National Institutes of Health ont également subi une réduction drastique de leurs effectifs, avec le licenciement d'environ 1165 employés, soit près de 6% du personnel travaillant dans les différents services de recherche et d'administration affiliés à ces instituts. Les Centers for Disease Control and Prevention ont vu leurs effectifs diminuer d'environ 1300 employés, ce qui a eu un impact direct sur les initiatives de santé publique, retardant notamment la mise à jour des données statistiques essentielles. La Food and Drug Administration commence à ressentir les effets des restrictions budgétaires, affectant notamment son rôle d'inspection et de contrôle de la sécurité des dispositifs médicaux et des produits du tabac. Cependant, aucun organisme officiel n'a encore confirmé l'ampleur exacte de ces répercussions. L'Agence de protection de l'environnement a proposé une réduction budgétaire de 31%, menaçant plus de 50 programmes et entraînant la suppression potentielle de 3200 postes. Le département de l'éducation a subi une coupe budgétaire de 14%, affectant divers programmes cruciaux, notamment la formation des enseignants, la prise en charge des enfants après l'école et les aides destinées aux étudiants issus de milieux défavorisés. Le département du logement et du développement urbain a quant à lui proposé une réduction budgétaire de 13%, mettant en péril les programmes de subvention pour le développement communautaire et l'accès au logement abordable. D'autres départements et institutions fédérales font également face à des coupes budgétaires ou sont menacés de fermeture, bien que leur budget définitif n'ait pas encore été arrêté. Ces licenciements massifs ont eu des conséquences considérables sur la vie de milliers d'employés, contraints de prendre des décisions financières drastiques, telles que la mise en vente de leur logement et de leurs véhicules. De nombreux médias ont rapporté ces répercussions économiques et sociales. Merci Jeanne. Ma première question s'adresse à George Landrith. Quels critères l'administration Trump utilise-t-elle pour identifier les institutions et programmes fédéraux considérés comme une source de gaspillage financier? Dans quelle mesure ces décisions sont-elles prises en toute transparence? Je pense que ces critères incluent notamment une analyse coût-bénéfice visant à identifier les programmes dont le coût est jugé disproportionné par rapport aux bénéfices attendus. L'accent est mis sur la suppression des doublons et des redondances. Le gouvernement fédéral comptant de nombreux programmes qui se chevauchent, ce qui constitue un indicateur de gaspillage d'ailleurs. L'administration cherche ainsi à rationaliser ces institutions et résoudre les dysfonctionnements et à limiter les chevauchements inutiles. Par ailleurs, elle s'efforce d'aligner les programmes sur les priorités administratives actuelles. À titre d'exemple, certains financements publics ont été alloués à des initiatives controversées telles que des productions théâtrales, des opéras, des bandes dessinées ou encore des interventions médicales, comme les opérations de réattribution sexuelle. Ces programmes font désormais l'objet d'un examen minutieux et pourraient être soumis à des coûts budgétaires. Certaines agences sont également pointées du doigt en raison de problèmes d'efficacité et de mauvaise gestion. À l'instar de la sécurité sociale, des données révèlent par exemple que des dizaines de millions de dollars sont versés à des personnes censées être âgées de plus de 110 ans, ce qui est statistiquement improbable et suggère l'existence de fraude et d'abus. De plus, certaines personnes sans numéro de sécurité sociale bénéficient indûment d'aides financières.
ce qui soulève des préoccupations majeures en matière de contrôle et de gestion des fonds publics. Un autre axe d'évaluation concerne la pertinence de certaines dépenses fédérales en comparaison avec des alternatives offertes par le secteur privé. Merci George. Je me tourne à présent vers le député Tom Davis. Monsieur Davis, dans quelle mesure la politique de réforme ambitieuse du président Trump, incluant la fermeture d'institutions telles que l'USAID, impacte-t-elle l'influence des États-Unis sur la scène internationale? Tout d'abord, il est légitime pour les citoyens d'un État comme le Dakota du Nord de s'interroger sur la pertinence d'envoyer des fonds à l'étranger alors que de nombreux besoins essentiels restent insatisfaits sur le territoire national. Certains Américains vivent encore dans des conditions précaires en Caroline du Nord et en Géorgie. Par ailleurs, les États-Unis traversent une crise sans précédent. Le ratio de la dette extérieure américaine par rapport au produit national brut a atteint un niveau comparable à celui observé durant la Seconde Guerre mondiale, figurant parmi les plus élevés au monde. Aujourd'hui, les dépenses consacrées au service de la dette nationale dépassent celles allouées à la défense, une situation qui ne saurait perdurer indéfiniment. Cette réalité impose des choix budgétaires drastiques, en particulier pour des programmes jugés non prioritaires selon les orientations de l'administration Trump, notamment en matière d'aide étrangère, d'environnement et d'éducation. Le président estime que le rôle du gouvernement fédéral dans le domaine éducatif doit être réduit, privilégiant davantage une approche décentralisée. Avant même ces coupes budgétaires, des enveloppes colossales sont attribuées à des programmes tels que la sécurité sociale ou Medicare. Le gouvernement américain cherche ainsi à projeter une image de rigueur budgétaire mettant en avant la nécessité de préserver la stabilité économique et la souveraineté financière. William, le représentant Tom Davis a évoqué le concept de rationalisation budgétaire pour justifier les réformes engagées par l'administration Trump qui ciblent certaines institutions fédérales. Alors, dans quelle mesure cette politique de lutte contre le gaspillage peut-elle être perçue comme un effort légitime visant à rationaliser l'action gouvernementale plutôt que comme une stratégie politique destinée à redéfinir les centres de pouvoir? Remodeler le gouvernement fédéral, et je serais favorable à une telle initiative si elle était menée de manière ordonnée et réfléchie. J'irais même jusqu'à proposer Tom Davis ou George Landry pour piloter cet effort, car leurs analyses sont empreintes de bon sens. Ce qui se produit en réalité, c'est la fermeture abrupte d'agences gouvernementales et le licenciement aléatoire d'un grand nombre d'employés fédéraux sans planification ni transparence, ce qui engendre un climat de chaos. Des affiches placardées le long des routes indiquent que de nombreux fonctionnaires ont perdu leur emploi sans aucun préavis. Certains se retrouvent coincés à l'étranger, ce qui constitue une violation manifeste du droit et entraîne des répercussions économiques considérables pour les États-Unis. Il est essentiel de souligner que près de la moitié de l'aide étrangère américaine ne quitte jamais le territoire national, car elle est destinée aux agriculteurs et aux producteurs américains, l'unique moyen d'exercer une influence efficace sur la scène internationale réside dans l'utilisation du soft power. Quiconque au Pentagone vous dira que pour contrer la Russie et la Chine, il ne s'agit pas uniquement d'une question de puissance militaire, mais d'un recours stratégique à l'influence américaine. L'exemple des programmes de retraite évoqués par Davis illustre un problème plus large touchant d'autres agences gouvernementales. Cette politique semble davantage relever d'une tentative de restructuration brutale du pouvoir qu'une véritable réforme budgétaire. À terme, elle pourrait gravement nuire au gouvernement fédéral car le licenciement massif des fonctionnaires rendra extrêmement difficile la reconstruction des effectifs. Yes, okay. And let's go back to former Congressman Davis. Congressman, you represented Revenons à l'ancien membre du Congrès Tom Davis. Vous avez représenté un district de la banlieue de Washington, D.C., situé dans le nord de la Virginie, une région comptant un grand nombre d'employés fédéraux. Alors d'un point de vue financier, quels sont les effets à long terme du paiement des impôts? Cette politique constitue-t-elle une simple mesure de gestion budgétaire ou peut-elle réellement générer des bénéfices économiques durables pour les États-Unis, tout en influence sur la taille et l'efficacité du gouvernement fédéral? Bien entendu, il ne s'agit là que d'une façade et non d'une réalité tangible. Pour de nombreux Américains du Midwest, la réduction du budget fédéral est perçue comme une mesure positive. Toutefois, un problème bien plus fondamental se pose, la perte de talents américains au sein des agences fédérales. Des experts de premier plan tels que les chercheurs en oncologie, les spécialistes du sida et de la COVID-19 ou encore les scientifiques en astronomie chargés de la surveillance
surveillance des corps célestes voient leurs postes supprimés. Pourtant, ces domaines exigent une intervention gouvernementale forte et leur affaiblissement pourrait engendrer des conséquences graves à long terme. De nombreux licenciements semblent arbitraires, mais il est probable que ces décisions fassent l'objet de recours judiciaires devant les tribunaux américains. Par ailleurs, une échéance cruciale approche le 14 mars, date à laquelle le budget du gouvernement fédéral arrive à expiration. Les démocrates devront alors se prononcer sur son adoption et il paraît peu probable qu'ils acceptent toute proposition visant à réduire les financements de l'USAID ou du ministère de l'Éducation. Une confrontation politique majeure semble donc inévitable. Avant d'engager des coupes dans les programmes d'aide sociale, l'administration Trump doit afficher une volonté de réduction de la taille du gouvernement fédéral. Il reste à voir comment cette stratégie sera mise en œuvre et quelles en seront les conséquences. Les républicains, majoritaires à la Chambre des représentants et au Sénat, soutiennent sans réserve le président Trump sur ces questions. William Lawrence, dans quelle mesure les initiatives de Donald Trump visant à renégocier les réductions budgétaires et les dépenses de défense, notamment celles liées au programme des avions F-35, peuvent-elles être interprétées ? Comment cette stratégie s'inscrit-elle dans sa volonté de réduire les dépenses publiques sans pour autant compromettre la sécurité nationale? Enfin, comment cette dynamique se manifeste-t-elle actuellement dans la capitale fédérale, Washington? It's working really, really badly, including all the people, I think whatever it was. La situation apparaît particulièrement préoccupante. Environ 60 000 à 70 000 employés ont accepté de démissionner sans même savoir si cette procédure était légale ou non. Par ailleurs, l'administration licencie massivement les nouveaux entrants au sein du gouvernement fédéral qui travaillent pourtant sur des questions cruciales. Contrairement aux fonctionnaires du département de la Défense, ces employés ne bénéficient d'aucune protection particulière, ce qui les rend particulièrement vulnérables à ces décisions arbitraires. Il existe une manière efficace et raisonnée de procéder à une réduction budgétaire, mais celle adoptée actuellement ne suit aucune logique. Permettez-moi de rappeler que sous la présidence de Bill Clinton, le budget fédéral a été équilibré intelligemment sans provoquer une méthode brutale et indiscriminée. Cela prouve que réduire les dépenses sans provoquer de chaos est tout à fait réalisable lorsque l'on dispose d'une stratégie cohérente. Or, ce que nous observons aujourd'hui, c'est une politique de coupe systématique où tout ce qui est nouveau est sacrifié en premier. Il ne s'agit pas d'une approche pragmatique. De plus, un problème majeur d'inflation budgétaire persiste, notamment dans un secteur de la défense où un excédent d'environ 20% du budget pourrait être corrigé. Pourtant, ces réformes essentielles ne sont pas mises en œuvre, tandis que l'administration Trump se focalise sur une chasse effrénée aux coupes budgétaires sans discernement ni vision à long terme. Merci William. Nous poursuivrons notre discussion après la diffusion d'une analyse portant sur un éditorial du Washington Post intitulé « En affaiblissant le gouvernement, Trump se nuit à lui-même ». Analyse. Sous le titre « En affaiblissant le gouvernement Trump se nuit à lui-même », le Washington Post a récemment publié un éditorial qui débute par ce qui suit. Les fonctionnaires fédéraux assurent des services essentiels aux contribuables américains. Cependant, depuis l'investiture du président Donald Trump, ils ont dû assumer une responsabilité supplémentaire, suivre l'actualité pour s'assurer de ne pas perdre leur emploi. L'article met en lumière une série d'initiatives lancées par Donald Trump et Elon Musk visant à réduire les effectifs fédéraux dans le but de freiner la bureaucratie perçue comme un obstacle aux réformes présidentielles. Pourtant, selon le journal, cette politique pourrait nuire aux ambitions de Trump et compromettre la réussite de son mandat. L'éditorial souligne également que la Maison-Blanche affaiblit l'un de ses plus grands atouts, des fonctionnaires dévoués, dont beaucoup ont renoncé à des carrières mieux rémunérées dans le secteur privé pour se consacrer au service public. Quant aux alternatives mises en avant par l'administration, le Washington Post critique l'utilisation sporadique et inefficace des technologies par le gouvernement fédéral, citant notamment l'échec du site web l'assurance maladie sous la présidence de Barack Obama en 2013 comme exemple de dysfonctionnement numérique. Par ailleurs, le journal reconnaît que si Trump a eu raison d'ordonner le retour des employés fédéraux au bureau,
Cette décision est intervenue tardivement et pour des raisons discutables. L'article fait référence à une tribune du Wall Street Journal publiée en novembre 2022 dans laquelle Elon Musk exprimait son opinion sur la politique du retour au bureau. Il y était affirmé que contraindre les employés fédéraux à revenir en présentiel 5 jours par semaine provoquerait une vague de démissions volontaires, une issue jugée bénéfique par certains observateurs. En conclusion, l'éditorial insiste sur le fait que les véritables victimes de ces politiques seront les contribuables et les fonctionnaires, car en période de crise, les citoyens attendent du gouvernement qu'il remplisse pleinement ses missions. Mr. Davis, Tom Davis, vous avez une expérience approfondie dans la gestion des questions budgétaires. Alors, quel conseil donneriez-vous au président Trump s'il venait à confier à Elon Musk, fondateur de Tesla et propriétaire de X, la supervision de ces institutions? Et quel conseil adresseriez-vous directement à Elon Musk dans ce contexte? Tout d'abord, Elon Musk réalisera rapidement que le gouvernement fédéral américain ne fonctionne ni comme Twitter, ni comme une entreprise privée. Contrairement au secteur privé, l'administration publique est encadrée par un cadre juridique strict et soumise à des procédures réglementaires précises. Par exemple, toute décision affectant les employés doit être précédée par une obligation d'information, notamment via des mémos officiels, une contrainte qui n'existe pas dans le monde de l'entreprise. Par conséquent, Musk ne disposera pas de l'autorité nécessaire pour mettre en œuvre des changements de manière unilatérale. Il s'engage ainsi dans un bras de fer juridique qui pourra rapidement se retrouver devant les tribunaux américains. Quant à l'éditorial du Washington Post, il convient de rappeler que ce même comité éditorial a déjà soutenu que la politique économique de Joe Biden était bénéfique pour le peuple américain. Or, les électeurs ont rendu un jugement bien différent. Le Washington Post s'adresse avant tout à l'élite intellectuelle de Washington et non à l'ensemble de la population américaine, ce qui relativise la portée de son analyse. Si les programmes d'aide sociale n'ont pas encore été impactés, c'est parce qu'ils bénéficient à une frange beaucoup plus large de la population que d'autres programmes supprimés, lesquels visent principalement la base électorale démocrate. Les élections de mi-mandat constitueront un véritable test politique reflétant l'opinion des citoyens sur les actions de l'administration Trump. La controverse, bien qu'elle puisse être un levier stratégique pour les partis d'opposition, devient un fardeau pour ceux qui sont déjà au pouvoir. Lorsqu'on gouverne, il est essentiel que les choses se déroulent sans heurts. Or, ce n'est pas ce que nous observons actuellement. Toutefois, une élection spéciale au Congrès pourrait fournir les premiers indicateurs sur la manière dont les électeurs perçoivent la situation actuelle. Ce sera un défi majeur pour le Parti républicain qui devra évaluer si sa stratégie actuelle est soutenue ou rejetée par l'électorat. William Lawrence, le président Trump a déjà affirmé qu'un gouvernement suffisamment puissant pour tout vous offrir est également suffisamment puissant pour tout vous reprendre. Cette déclaration illustre la philosophie politique de Trump. C'est une approche déplorable de la gouvernance, mais une stratégie efficace pour neutraliser l'opposition et semer la confusion dans l'opinion publique. C'est une voie médiane permettant d'éliminer les gaspillages et les abus tout en supprimant les dépenses superflues. Cependant, la méthode employée ici ne repose ni sur une logique cohérente, ni sur une vision structurée. Pire encore, elle pourrait s'avérer dangereuse. Nous conclurons cette partie avec vous, Georges. Certains estiment que la fermeture de l'USAID sert les intérêts nationaux américains en limitant les dépenses consacrées à l'aide étrangère. D'autres, en revanche, considèrent que cette décision risque de renforcer les rivaux des États-Unis sur la scène internationale, notamment la Chine, en lui offrant une opportunité stratégique d'accroître son influence à travers le soft power au détriment de l'Amérique. Alors, quelle est votre analyse sur cette question? Je pense que cette hypothèse est envisageable, mais il me semble peu probable que le projet de Donald Trump vise à mettre fin à toute aide étrangère. La suppression de l'Agence des États-Unis pour le développement international ne signifie pas l'arrêt complet des programmes d'assistance, mais plutôt l'élimination des initiatives jugées superflues ou inefficaces. Les États-Unis continueront à exercer leur influence à travers le département d'État et le département de la Défense, en maintenant leur engagement auprès de leurs alliés historiques pour garantir la sécurité et la stabilité internationale. Il est difficile d'imaginer que la suppression du financement de pièces de théâtre, de spectacles et d'opéra puisse réellement nuire aux intérêts américains ou à ceux de leurs partenariats. De même, l'arrêt du soutien aux opérations de changement de sexe à l'échelle internationale n'est pas une décision susceptible de compromettre la politique des États-Unis ou celle de leurs alliés. Cela étant dit, je reconnais l'importance du soft power.
Cependant, nous devons nous interroger sur la pertinence de certaines alliances. Nous avons à plusieurs reprises vu des ressources allouées à des entités en lien avec des régimes tels que l'Iran, les talibans ou Al-Qaïda. Dans quelle mesure cela profite-t-il à ceux qui aspirent véritablement à la paix et à la stabilité? Un exemple de partenariat réussi qui illustre une utilisation stratégique des ressources américaines est la coopération entre les États-Unis et le Maroc à travers l'exercice African Lion. Oui, et nous espérons que l'opération African Lion se tiendra au printemps prochain, comme c'est le cas chaque année. Nous allons à présent marquer une brève pause avant de reprendre notre discussion. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission depuis Washington. Le Royaume du Maroc mène une lutte déterminée contre toutes les formes de corruption. Sa Majesté le roi Mohamed VI a à plusieurs reprises souligné l'impératif de responsabiliser les auteurs d'actes de corruption et de combattre tout abus de pouvoir. Cette volonté s'est traduite par des poursuites judiciaires et un suivi rigoureux des affaires de corruption dans le strict respect des garanties légales. Alors, découvrons à présent ce reportage préparé par notre équipe de production. La lutte contre la corruption est l'affaire de l'État et de la société. L'État avec ses institutions à travers l'opérationnalisation des dispositifs juridiques de lutte contre ce phénomène dangereux, la criminalisation de toutes ces manifestations et la répression sévère des prévaricateurs. La société dans toutes ses composantes, en réprouvant cette pratique, en dénonçant ses auteurs et en inculquant le devoir de s'en démarquer. Un appel constant à la définition et à la dénonciation de la corruption demeure essentiel dans la lutte contre ce fléau. Telles sont les directives claires édictées au plus haut niveau. Si la monarchie incarne la stabilité et la continuité, il est crucial de rappeler que le crime n'a ni frontières ni nationalité. Ce qui s'applique aux États-Unis est tout aussi valable pour le Maroc et l'ensemble des nations. Les directives de Sa Majesté le roi Mohamed VI constituent un facteur déterminant qui distingue le Royaume du Maroc des autres pays du continent africain et de son voisinage régional. Les poursuites judiciaires engagées contre des fonctionnaires, des élus et des agents de l'administration ne passent pas inaperçues. Bien au contraire, elles sont devenues un sujet central dans les médias nationaux, s'imposant régulièrement à la une des journaux. Les directives royales en faveur d'une lutte rigoureuse contre la corruption témoignent d'une vision anticipative, bâtissant un Maroc affranchi des pots de vin, du favoritisme et du trafic d'influence. Certes, l'éradication totale de ce phénomène demeure un défi, mais il ne saurait justifier l'inaction. Les mesures administratives dissuasives mises en place ont permis de faire de la corruption une exception plutôt qu'une norme. Confiant la volonté ferme de son roi, le citoyen marocain s'est saisi de son téléphone portable pour documenter et signaler toute tentative de corruption, une mobilisation citoyenne ayant abouti à la reddition des comptes. Alors nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Tajdine Husseini. Bienvenue parmi nous. Alors quelle est votre analyse concernant les directives royales appelant à une rigueur accrue dans la lutte contre la corruption? Alors, je pense que bien que le Maroc soit un pays en développement, il a entrepris d'importantes réformes, notamment dans le domaine de la lutte contre la corruption. Depuis son indépendance, le Royaume du Maroc a accompli de nombreux progrès, s'inscrivant dans une dynamique de modernisation institutionnelle. Dès l'adoption de sa première constitution dans les années 1960, le Maroc a fait le choix de rejeter le modèle du parti unique, contrairement à certains pays voisins. Sur le plan économique, il a opté pour un modèle d'économie étatique, marquant ainsi une orientation distinguée dans la région.
L'accession au trône de Sa Majesté le roi Mohammed VI en 1999 a marqué une nouvelle étape dans le renforcement de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Des avancées significatives ont été réalisées notamment pour éradiquer le versement de pots de vin et d'autres pratiques nuisibles. Avec le printemps arabe, le Maroc a connu une évolution majeure à travers l'adoption de la Constitution de 2011, qui a introduit des réformes législatives d'envergure. Parmi elles, la loi de 2011 sur la protection des lanceurs d'alerte a constitué une avancée décisive dans la consolidation des mécanismes de transparence et de responsabilisation. Par ailleurs, des progrès notables ont été réalisés dans plusieurs secteurs économiques grâce à des mesures visant à réduire les pratiques corruptives. La nouvelle constitution a permis d'instituer des organes de contrôle et de régulation tels que l'instance nationale pour l'intégrité et la lutte contre la corruption. Cette instance, qui s'inspire des meilleures pratiques internationales, joue un rôle fondamental en adéquation avec les attentes de la société civile. Son impact est tangible, non seulement sur le développement du tissu associatif, mais également sur le fonctionnement des partis politiques, contribuant ainsi à un renforcement de la démocratie et des principes de transparence au sein du Royaume du Maroc. Tom Davis, les États-Unis ont traversé d'importantes fluctuations politiques marquées par des contrastes significatifs entre les administrations Obama, Trump, puis entre Biden et Trump. Ces transitions ont souvent conduit à des divergences profondes dans les politiques publiques. À l'inverse, certains programmes sociaux et économiques semblent mieux adaptés aux monarchies constitutionnelles telles que la Grande-Bretagne, l'Espagne et le Maroc, où la stabilité institutionnelle permet une vision à long terme, favorisant l'anticipation et la prévision stratégique plutôt que des ajustements successifs liés aux alternances politiques. Dans ce contexte, quelle est votre évaluation des efforts du Maroc? Le Maroc n'est pas confronté aux mêmes contraintes institutionnelles que nous. Aux États-Unis, le pouvoir est réparti entre 3 branches gouvernementales sans cesse équilibrées, mais notre système politique est devenu de plus en plus divisé, au point que cette fragmentation est désormais considérée comme une norme dans la politique américaine. L'une des raisons de cette instabilité réside dans la tendance du gouvernement fédéral à l'expansion excessive, suivie de réactions de rejet. Les élections de mi-mandat en sont une parfaite illustration. Plutôt que de conforter le président en place, les électeurs les utilisent généralement comme un moyen de contestation, ce qui entrave l'efficacité du système et empêche toute planification à long terme. De plus, le mandat de la Chambre des représentants, limité à 2 ans, impose un rythme de renégociation politique permanent, rendant toute projection sur l'avenir extrêmement difficile. D'un autre côté, notre politique étrangère est souvent fluctuante, voire inexistante sur certains dossiers, ce qui contribue à une gestion inefficace de problématiques globales, y compris celles liées à la corruption. Certes, notre système repose sur des mécanismes de protection civile solides qui rendent la fraude et le vol plus difficiles, mais ces mêmes dispositifs créent également de nombreuses entraves bureaucratiques ralentissant d'autres processus gouvernementaux. Un aspect particulièrement marquant. Lors de ma dernière visite au Maroc, j'ai été frappé par la volonté manifeste de promouvoir les droits des femmes et de leur offrir davantage d'opportunités dans divers domaines. J'ai eu l'occasion de rencontrer une jeune médecin, Salma, l'une des plus jeunes praticiennes du pays. Son engagement et sa passion pour son métier étaient évidents, témoignant de cette dynamique de progrès et d'émancipation. William, comment analysez-vous cette évolution? Vous venez tout juste de rentrer du Maroc, à bord de Royal Air Maroc, et vous avez partagé avec nous vos observations sur la lutte du pays contre la corruption, ainsi que sur ses efforts en faveur de l'égalité des sexes. Pourriez-vous nous en dire davantage? Permettez-moi de commencer en soulignant que la corruption a connu une recrudescence aux États-Unis, en particulier au plus haut niveau de l'État. Un phénomène que nous devons surveiller de près avec la nouvelle administration. Le Maroc, quant à lui, a judicieusement choisi de concentrer ses efforts sur cette problématique
Et je partage l'analyse du professeur Tajdil Husseini sur les effets du printemps arabe et l'impact de la nouvelle constitution marocaine. J'ai moi-même été témoin des initiatives menées par le Palais Royal pour répondre à ces défis. Lorsque j'étais membre du conseil d'administration d'une école privée au Maroc, au début des années 2010, la situation était stable. Cependant, lors de mes récents séjours au Maroc, j'ai pu observer une dynamique de transformation qui témoigne de l'engagement des autorités dans cette lutte. Durant mon dernier voyage de 12 jours, j'ai relevé de nombreux aspects positifs. Bien sûr, il pleuvait abondamment, ce qui est un bon signe pour l'économie marocaine. Mais au-delà de ces considérations climatiques, j'ai eu le sentiment que le Maroc suit une trajectoire prometteuse. D'un point de vue politique, j'observe que des monarchies comme la Grande-Bretagne et l'Espagne disposent parfois de plus de partis d'opposition que d'autres régimes similaires, renforçant ainsi la pluralité démocratique. En définitive, l'objectif est de parvenir à un modèle où toute la société reconnaît que la direction politique prise est la bonne, même lorsque le pouvoir en place ne correspond pas à ses propres aspirations. C'est ce qui définit le succès d'un système politique et c'est un principe fondamental que nous devrions davantage valoriser ici aux États-Unis. Heureusement, le Maroc a bénéficié de précipitations et j'espère que cela continuera à soutenir son économie de manière positive. Revenons à vous, professeur Tajdil Husseini. Vous avez eu la générosité de nous accueillir, moi ainsi que le producteur de cette émission, chez vous, durant les vacances du Nouvel An, et cela m'a permis d'en apprendre davantage sur votre parcours professionnel, notamment en tant qu'avocat et expert juridique. À ce titre, quelle est votre évaluation de la mise en œuvre des lois anticorruption au Maroc? Quelles mesures concrètes ont été adoptées en matière de poursuites pénales pour lutter contre ce phénomène? Je pense que le cadre juridique encadrant la lutte contre la corruption au Maroc repose sur des bases solides et bien définies. La corruption est explicitement criminalisée par les dispositions du Code pénal marocain, qui sanctionne un large éventail de pratiques, notamment la corruption active et passive, la corruption déguisée, l'extorsion, l'abus d'influence à des fins d'avantage personnel, l'abus de fonction. Les sanctions prévues par la loi ont été révisées et renforcées afin de mieux répondre aux enjeux actuels. La justice marocaine joue pleinement son rôle en matière de suivi des affaires et d'application des sanctions, garantissant ainsi l'efficacité du dispositif légal. La législation anticorruption repose en grande partie sur le code pénal, mais également sur des textes spécifiques, notamment la loi numéro 4305 qui encadre la lutte contre le blanchiment d'argent. Cette loi revêt une importance majeure car elle définit un cadre strict pour le contrôle et la prévention des flux financiers illicites, y compris ceux impliquant des ressortissants marocains résidant à l'étranger. Différentes institutions spécialisées jouent un rôle clé dans la mise en œuvre de ces lois et dans la surveillance des pratiques frauduleuses. Parmi les plus importantes, on peut citer le Bureau central d'investigation judiciaire. Il constitue un pilier central dans la lutte contre la corruption, le terrorisme et la criminalité organisée. La Cour des comptes, chargée du contrôle des institutions publiques, veille à l'application des règles de transparence et de bonne gouvernance. Il exerce un audit général sur les administrations et organismes publics, assurant ainsi un suivi rigoureux des dépenses et des responsabilités des gestionnaires. Grâce à ces mécanismes de contrôle et à l'évolution du cadre légal, le Maroc continue à renforcer son arsenal juridique et institutionnel. La fermeture de l'USAID a suscité d'intenses débats ainsi que des batailles juridiques et politiques en raison des liens étroits de l'agence avec la politique étrangère américaine. Alors pour en savoir plus, nous nous tournons à présent vers notre correspondante à Washington DC, Chorouk Diab, qui se trouve devant le siège, ou plutôt l'ancien siège de l'agence. Bonjour Chorouk, quelles sont les dernières informations ? Marc, je me tiens actuellement devant le siège, ou plutôt l'ancien siège de l'Agence américaine pour le développement international, qui a cessé d'exister suite à une décision du président américain.
Cette fermeture a entraîné le licenciement massif de nombreux employés et la suspension des activités de l'agence, notamment dans le domaine de l'aide internationale et du soutien aux associations et institutions de la société civile à travers le monde. Pour rappel, l'USAID a été fondée en 1963 sous l'impulsion du président John Kennedy, marquant ainsi le début d'un engagement institutionnel en faveur du développement et de la coopération internationale. La fermeture de l'USAID est désormais au cœur d'une vive controverse, alimentant débats juridiques et critiques. Certains détracteurs ont accusé l'agence de fournir un soutien irrégulier et mal ciblé, la considérant comme un fardeau financier supplémentaire pour le gouvernement fédéral américain. Selon eux, cette institution détournait des ressources qui devraient en priorité être consacrées aux intérêts du citoyen américain, conformément au slogan de l'administration Trump « Rendre à l'Amérique sa grandeur ». L'administration Trump a également reproché à l'USAID de financer des projets jugés inutiles à travers le monde, que le président lui-même a qualifiés de ridicules. Il a été avancé que bon nombre de ces programmes étaient associés à la promotion d'idéologies d'extrême gauche, ce qui va fondamentalement à l'encontre de la vision politique et idéologique du président et de son administration. Malgré les recours déposés par certains syndicats d'employés devant la justice, les dernières informations indiquent que les employés américains ont été empêchés d'accéder au siège de l'agence. De plus, une directive officielle a ordonné aux employés internationaux de quitter les États-Unis et de retourner dans leur pays d'origine. Marc, la question essentielle aujourd'hui est donc la suivante. Qui comblera le vide laissé par la suspension des services de l'USAID? La diplomatie américaine renoncera-t-elle à son soft power ou assisterons-nous à une restructuration de l'agence dont les contours restent flous? L'objectif de l'administration Trump semble de plus en plus clair, bloquer ou réduire les budgets d'institutions, y compris celles qui étaient considérées comme essentielles au quotidien des citoyens américains. Merci Sholo. Alors Tom Davis, prenons du recul et projetons-nous au-delà de la présidence de Donald Trump. Observons non seulement ses actions actuelles, mais aussi ses intentions à long terme. Imaginons-nous dans 4 ou 8 ans, quelles seront les conséquences de ces coupes budgétaires et des changements qu'il impose au gouvernement fédéral. Pensez-vous que ces réformes auront un impact positif sur le système fédéral à l'avenir? Ces décisions seront-elles pérennisées ou au contraire annulées par les administrations suivantes? Quelle est votre analyse? Je pense que l'histoire récente, notamment au cours des 20 dernières années, a démontré qu'à chaque alternance politique, les réformes adoptées par un parti au pouvoir sont souvent annulées ou modifiées par l'administration suivante. À ce jour, aucun accord bipartisan n'a permis de stabiliser ce phénomène. Par ailleurs, le nouveau Congrès, qui prendra ses fonctions dans quelques semaines, s'annonce déjà comme le théâtre d'une nouvelle confrontation politique entre démocrates et républicains. Ces derniers maintiennent leur position antagoniste habituelle. Dans ce contexte, il nous faut attendre et observer l'évolution de la situation. Cependant, une chose demeure certaine, la nécessité urgente de maîtriser les dépenses publiques reste un enjeu central qui devra être traité, quelle que soit l'orientation du pouvoir en place. Ma dernière question s'adresse à notre chroniqueur Georges Alendrit. Georges, vous êtes un républicain engagé et nous apprécions votre perspective tout autant que nous la respectons. Toutefois, certaines réformes budgétaires mériteraient sans doute une approche plus ciblée et nuancée. En fermant certaines institutions pour réduire les dépenses, notamment le département de l'éducation et d'autres agences, ne pensez-vous pas qu'une analyse plus rationnelle aurait été préférable plutôt que d'envoyer un milliardaire avec pour mission de démanteler, annuler des programmes et licencier du personnel de manière abrupte? N'aurait-il pas été plus judicieux de mener une étude approfondie pour identifier les dépenses réellement inutiles et ainsi cibler les programmes superflus sans provoquer un tel climat de chaos? J'espère sincèrement que ces mesures seront prises de manière ciblée et réfléchie. Lorsque j'étais fonctionnaire dans le secteur de l'éducation, j'ai constaté que le financement fédéral en soi n'était pas le problème principal, mais plutôt les coûts associés aux employés nécessaires pour administrer ces fonds. Je peux affirmer que réduire le budget du département de l'éducation, voire le supprimer en partie, pourrait être une bonne initiative, à condition de procéder avec prudence et persévérance. Il est essentiel de ne pas sous-estimer l'importance de l'éducation, un domaine auquel je suis profondément attaché et que je considère comme fondamental pour l'avenir. La solution pourrait résider dans une délégation accrue de l'autorité aux États-Unis et aux conseils locaux qui sont, à mon sens, mieux placés pour évaluer les besoins éducatifs spécifiques. Ces entités sont plus proches des parents et peuvent ainsi favoriser l'accès à des options éducatives diversifiées comme les écoles privées ou les écoles à charte, qui, selon moi, seraient particulièrement bénéfiques pour les familles à faible revenu, souvent contraintes d'envoyer leurs enfants dans des
des écoles de qualité médiocre. Il existe assurément de nombreux domaines dans lesquels des améliorations significatives peuvent être apportées. Toutefois, il est crucial que ces réformes soient menées avec sagesse et prudence. Cette démarche est comparable à une intervention chirurgicale. Il ne faut pas couper son discernement. Je souhaite sincèrement que cette approche soit adoptée, car il est clair que des réformes au sein du gouvernement fédéral sont nécessaires, en particulier pour éliminer certaines mauvaises pratiques ou dérives bureaucratiques. Nous espérons que ces réformes seront menées de manière claire et décisive. Nous vous remercions vivement d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez le retrouver sur les plateformes des réseaux sociaux de Médien TV. Un grand merci à nos invités, l'ancien membre du Congrès, Tom Davis, William Lawrence, et depuis Rabat, le professeur Tajdine El-Husseini, ainsi qu'à notre chroniqueur Georges Landwitt. Merci également à nos correspondants, Jian Mansour et Shourouk Diab, ainsi qu'à toute l'équipe de production dirigée par notre producteur-réalisateur Mohamed Saïd El-Wafi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission depuis Washington. À bientôt.